Alors, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ok, super. Donc, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre dernier webinaire de notre cycle sur le REX Covid. Donc, nous avons déjà fait plusieurs webinaires et aujourd'hui, nous allons parler du REX Covid-19 et de l'implication de l'usager. Donc, comment associer les usagers au REX Covid. Hop. Voilà, comme vous le savez, on a déjà eu plusieurs webinaires. Donc, un premier webinaire qui ouvrait la série sur la gestion de crise, un deuxième webinaire qui était consacré au travail en équipe et comment effectivement la crise sanitaire avait bousculé les organisations de travail et comment est-ce qu'on pouvait vraiment travailler en équipe. Et enfin, la semaine dernière, nous étions sur les ruptures de parcours et comment justement cette crise sanitaire de nouveau avait pu amener des événements indésirables ou en tout cas des impacts sur le parcours patient. Nous clôturons donc le cycle avec ce REX Covid sur l'implication de l'usager et nous sommes très heureux d'accueillir nos divers intervenants pour leur présentation sur ce sujet-là. Petit détail technique, vous pouvez revoir l'ensemble de ces webinaires en replay sur notre site internet Calirel Santé et également sur notre chaîne YouTube Calirel Santé. Voilà. Et bien évidemment, vous pourrez également regarder ce webinaire dès qu'il sera mis en ligne. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez regarder les webinaires en replay et vous pouvez également les transmettre à d'autres collègues qui pourraient être intéressés. Donc, au programme du jour, une petite introduction par Noémie. Nous accueillons ensuite le centre hospitalier Château du Loir avec Monsieur Maignan et Madame Alvergne, l'Institut public au sens avec Madame Galland et l'EHPAD de la Source avec Monsieur Loquet. Voilà pour le programme du jour. Je laisse tout de suite la parole à Noémie pour l'introduction. Merci Swazik. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Swazik, on arrive à notre quatrième webinaire retour d'expérience Covid. Les trois premiers ont été vraiment très très riches et les retours d'expérience des établissements particulièrement intéressants. Et ça nous semblait essentiel à Calirel de pouvoir avoir un cycle vraiment global et de pouvoir avoir une séquence complètement dédiée à la façon dont vous avez pu, dont on a réussi à mobiliser l'expérience des usagers dans le cadre de ces gestions de crise Covid. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans les retours d'expérience qu'on va avoir, c'est qu'on a des approches différentes à la fois dans les secteurs d'activité et puis dans la temporalité de la crise. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été continu, c'est-à-dire qu'en mars 2020, quand le premier confinement est arrivé, on ne s'est pas d'emblée posé la question, malheureusement, et ça a été largement partagé, notamment par les représentants d'usagers. On a voulu mettre la sécurité dans un premier temps, et puis on s'est rendu compte assez rapidement et au fur et à mesure que la sécurité n'était pas toujours une finalité en soi, et que derrière la sécurité, il y avait aussi des questions d'impact sur la vie, euh, de liberté d'aller et venir qui était questionné et qui nécessitait aussi de se questionner conjointement entre professionnels, structures et usagers. Et cette démarche de retour d'expérience, elle semble essentielle de pouvoir la faire conjointement, non pas qu'en équipe de soins, mais aussi en associant le retour du vécu des patients, des usagers, des résidents qu'on a pu accueillir, qu'on continue d'accueillir dans nos structures pour faire en sorte que demain, on soit encore plus dans un fonctionnement de co-construction et de réflexion partagée entre usagers et professionnels et qu'on tire tous les enseignements d'une vision commune et partagée de période de gestion de crise. Et peut-être qui sait que dans quelques années, la place de l'usager dans des cellules de crise des établissements sera complètement naturelle et que c'est un des éléments qu'on ne questionnera plus puisqu'on aura une vision vraiment partagée de la période de gestion de crise en associant l'ensemble des parties prenantes. J'ai pu parcourir les différents diapos et je les trouve vraiment extrêmement riches et je ne doute pas que le partage et les échanges avec les participants vont être particulièrement intéressants.
Et c'est vrai qu'on a, alors le malheur de ne pas pouvoir se voir, en présentiel, mais le bonheur de pouvoir enregistrer, vos différents retours d'expérience et je ne doute pas que les échanges d'aujourd'hui vont nous être très utiles à visionner et à capitaliser pour les mois et les années à venir. Donc je nous souhaite un excellent webinaire et j'en profite pour remercier, tout particulièrement, Swazik, puisqu'on arrive sur ce dernier webinaire, de remercier particulièrement Swazik qui a, organisé, piloté, l'animation des 4 webinaires. Vous avez vu, on était dans des, tempos très rapides et on est, heureux, qu'on puisse avoir autant de matériaux à partager, avec vous. Donc voilà, j'en profite pour te remercier Swazik et nous Merci. vous souhaitons un excellent webinaire. Ok, donc eh bien, nous allons passer la parole à Madame Alvergne pour la présentation donc, de la démarche menée par le Château du Loir sur comment est-ce que vous avez impliqué vos usagers dans votre démarche. Donc normalement, Monsieur Maignan doit vous rejoindre. Voilà, je vous laisse peut-être vous présenter et puis le présenter. On va démarrer tranquillement la présentation et quand il sera là, il pourra nous faire son retour d'expérience en tant que président de la commission des usagers. Donc, Madame Alvergne, on vous écoute et je vous fais passer vos diapos au fur et à mesure. D'accord. Bonjour à tous. Je me présente. Donc, je suis Danielle Alverne. Je suis en charge de la qualité sur le centre hospitalier de Château-du-Loir. Comment vous dire? Je vais vous faire une petite présentation de notre établissement et puis après, petit à petit, je vais vous expliquer quelle a été notre démarche. Donc, je veux bien avoir la diapositive suivante. Voilà, donc pour vous présenter rapidement notre établissement, donc nous sommes basés dans la Sarthe, au sud du Mans, et donc nous avons un secteur sanitaire avec un service des urgences, un service de médecine et de SSR. Ensuite, nous avons un secteur hébergement avec des lits du SLD et un EHPAD. Parallèlement, nous proposons également à nos patients des consultations spécialisées ainsi qu'un service d'imagerie médicale. Et enfin, on a un secteur domicile avec 30 places en HAD et 56 places au niveau du SIAD. Notre établissement est en direction commune avec plusieurs établissements de la Sarthe et notamment le centre hospitalier du Mans. Voilà, comme beaucoup aujourd'hui, nous sommes intégrés au GHT 72, où l'établissement support est évidemment le centre hospitalier du Mans. Voilà, pour faire une description rapide de notre établissement. Voilà, donc on va passer à la diapositive suivante pour vous expliquer quelles ont été les différentes étapes de notre démarche. Donc, en premier lieu, nous avons élaboré notre questionnaire en collaboration avec les représentants des usagers dans le cadre de la CDU. Ce questionnaire élaboré a été par la suite validé au niveau du CVS dans la mesure où il y avait et des représentants des familles et des représentants des résidents présents. Ils ont ainsi pu voir si effectivement les questions répondaient à leurs attentes, si elles étaient suffisamment claires. Voilà. Ensuite, nous avons souhaité identifier dans chaque service les patients ou résidents qui pourraient être en mesure de répondre au questionnaire par rapport à leur pathologie. Et cela est sur le secteur sanitaire et sur le médico-social. Nous avons ensuite remis les questionnaires soit directement aux patients, aux résidents autonomes, ou alors nous les avons également adressés aux familles pour les patients, enfin les résidents de l'EHPAD et de l'USLD. Nous avons également pris soin de mettre à disposition des questionnaires pour les éventuels visiteurs au niveau de l'EHPAD pour qu'ils puissent également nous faire un petit retour s'ils le souhaitaient. Diapositive suivante. Donc, une fois ces questionnaires distribués, nous avons récupéré toutes les données, nous les avons exploitées. Et donc, au vu des résultats, nous avons commencé à proposer un plan d'action avec les représentants des usagers. Toute cette démarche et les résultats vont être communiqués et au niveau du CODIR, ainsi qu'aux instances de juin, au niveau de la CDU de notre établissement, au niveau du CVS également de l'EHPAD.
Et comme nous sommes intégrés au GHT, les résultats vont également être communiqués au niveau de la CDU du GHT. Voilà, donc Monsieur Maignan, qui est absent, aurait pu plus facilement répondre à cette, évoquer cette diapositive pour vous évoquer les différentes thématiques qui ont été abordées dans le questionnaire et le choix. Donc, je pense que tout à l'heure, quand il va arriver, il vous expliquera peut-être plus facilement pourquoi ces thématiques-là. Donc, il y avait différentes thématiques qui étaient abordées. Une thématique sur l'information. Est-ce que les patients ont bien été informés sur le pourquoi des gestes barrières, de leur isolement? Voilà. Ensuite, il y avait une autre thématique concernant la déprogrammation des consultations et des interventions chirurgicales, les conditions d'hébergement des patients et des résidents, une thématique sur la restriction des visites, sur la prise en charge psychologique de nos usagers, et puis enfin, un ressenti global sur leur prise en charge. On a essayé de faire un questionnaire simple, assez court, hein, un recto verso, voilà. Et bon, on verra après que ça a été quand même aussi difficile d'avoir suffisamment de retours. Hein. Voilà, donc sur la diapositive suivante, notre choix au niveau de l'échantillonnage. Donc sur le secteur ambulatoire, nous avons distribué, ah ben voilà Monsieur Maignan qui arrive, nous avons distribué nos questionnaires aux patients qui étaient pris en charge au niveau des consultations spécialisées et de l'imagerie. Sur le secteur hébergement, donc on souhaitait remettre nos questionnaires et aux résidents autonomes ainsi qu'à toutes les familles. Sur le secteur sanitaire, on voulait cibler les patients pris en charge en médecine et en SSR, où vraiment là il y avait des cas de Covid. Voilà. Volontairement, on n'a pas souhaité faire intervenir le secteur domicile dans la mesure où l'enquête était n'allait pas vraiment être fiable, puisque les usagers restaient à leur domicile, ils n'étaient pas forcément autant impactés sur la prise en charge dans ce contexte Covid. Attendez, je vais me pousser pour que M. Maignan, notre représentant des usagers, rentre dans la caméra. Bonjour, voilà. Bonjour tout le monde. Donc, cette enquête, on l'a menée à peu près entre le 8 mars et le 29 avril, donc sur environ 1 mois et demi. Sur les 1000 questionnaires distribués, on a eu environ 242 questionnaires retournés, soit un taux de retour de 22%, ce qui est pas mal, mais ça sera relativisé, on va en parler un petit peu plus tard. Donc, sur la diapositive suivante, quand on regarde au niveau des résultats, donc l'objectif qu'on s'était fixé, mais ça ne dépend que de nous, c'était d'atteindre environ 70% de satisfaction de nos usagers. Donc là, si on reprend les différentes thématiques abordées dans le questionnaire, donc en termes d'information, communication, on a, vous voyez, environ 95% de patients satisfaits. Sur les questions de déprogrammation, rendez-vous, c'est pareil, hein, les patients étaient globalement bien satisfaits. Par contre, sur les conditions d'hébergement, isolement, on est en dessous de notre barre des 70%. Les restrictions de visite, c'est pareil, on est un petit peu en dessous de notre objectif. Sur la prise en charge psychologique, là, il y a vraiment de quoi faire. Et enfin, quand on étudie globalement la satisfaction, donc on se situe quand même à 86,7%. On a souhaité, au travers de ce questionnaire, demander une note à l'usager entre 0 et 10, et la note globale que l'on a eue est de 8,2 sur 10. On voulait quand même préciser que tous ces chiffres sont largement à relativiser au regard du taux de réponse qui, pour certaines thématiques, est très, très faible. C'est notamment le cas pour la thématique des restrictions de visite ou de la prise en charge psychologique, où l'on n'a eu que 3% de répondants. Donc, c'est vraiment à relativiser. Quand après, sur la diapositive suivante, on fait l'analyse par secteur, donc sur le secteur sanitaire, en termes d'information, communication, on est largement bon.
Voilà. Sur la déprogrammation, consultation et les interventions, on a aussi un très bon taux de satisfaction. Sur les conditions d'hébergement et d'isolement, donc là, on n'est qu'à 60% de satisfaits. Il faut préciser que ce taux est largement fiable puisqu'on a eu quand même pratiquement 10 répondants sur 16 sur cette thématique, dans la mesure où le secteur qui a été audité, le secteur SSR, sur ce secteur, les patients sont systématiquement mis à l'isolement pendant une semaine. Donc, ils ont pu nous faire un retour sur leurs conditions. Les thématiques, sur la thématique des restrictions de visite, donc on est à 60% de satisfaits, mais là, le taux, à notre avis, n'est pas vraiment fiable dans la mesure où on a eu que très peu de répondants sur cette thématique. Et sur la prise en charge psychologique, on n'a également que 50% de satisfaits, mais là aussi, le taux n'est pas du tout fiable au niveau du taux de réponse. Le ressenti global donc, se situe à 8,5 sur 10, et là, par contre, en taux de réponse, on est largement bon. Donc, c'est quand même globalement satisfaisant sur le secteur sanitaire, hormis les quelques thématiques là où il y aura des choses à mettre en place. Sur la diapositive suivante, donc, on passe au niveau du secteur médico-social et on reprend nos différentes thématiques. Donc, en termes d'information, communication, donc là, on se situe correctement. Sur la déprogrammation des consultations et interventions, on est aussi à 85%, donc on est bien. Sur les conditions d'hébergement, d'isolement, on est à 80%, donc on pourrait penser qu'on est bien, mais finalement, après analyse détaillée des résultats, on s'aperçoit que le taux n'est pas vraiment fiable puisqu'on n'a eu que 3 répondants sur cette thématique. Sur la restriction des visites, donc là, par contre, on est un petit peu en dessous de notre seuil de 70% que l'on s'était fixé. Et puis là aussi, ce taux est à relativiser car le taux n'est pas vraiment fiable au vu du nombre de personnes qui ont répondu à cet item. Enfin, sur la prise en charge psychologique, voilà, on voit un 0%, c'est pas très honorable. Mais par contre, on s'est aperçu qu'il y a quand même un biais qui a été induit par la formulation, puisque les gens, enfin sur le questionnaire, on avait prévu une question sur la prise en charge psychologique suite à un décès ou une fin de vie, alors que les usagers se sont répondus, même dans un cas normal, non, enfin, même s'il n'y avait pas de décès, voilà, ils ont systématiquement souhaité répondre sur leur prise en charge psychologique et ils nous ont fait remonter que finalement, ils n'avaient pas forcément eu une prise en charge psychologique adaptée. Le ressenti global donc, se situe à 7,4 sur 10, donc c'est à peu près correct. Sur le secteur ambulatoire, maintenant, donc on a demandé de répondre uniquement, bien sûr, aux thématiques qui les concernaient. Donc, l'information communication, ça s'est bien passé. Visiblement, les gens sont globalement satisfaits. Sur la déprogrammation, consultation et les interventions, les gens ont tout à fait compris, effectivement, que vu le contexte, voilà, les consultations ont été déprogrammées. Et visiblement, au regard de leurs réponses, ça n'a pas eu d'impact sur la qualité de leur prise en charge. Donc là, le ressenti global des usagers se situe à 8,9 sur 10. Voilà, donc si après, on analyse les points forts, donc, et sur l'organisation du recueil, et puis sur la diapositive suivante, on vous fera les points forts, mais sur l'exploitation des données. Donc là, au niveau de l'organisation du recueil, ce que l'on peut mettre en avant, c'est la participation active des représentants des usagers à la démarche tout au long de ce travail, depuis le départ jusqu'à aujourd'hui et puis même après, parce que je crois qu'on a encore des choses à mettre en place. Et puis le fait que les patients isolés, notamment en SSR, comme ceux qui n'étaient pas isolés, notamment ceux en secteur ambulatoire, ont été sollicités et on a essayé de cibler le plus de personnes possible. Sur les points forts maintenant de l'exploitation des données, ce qui ressort, c'est la disponibilité, l'écoute, les explications des professionnels. Vraiment, les gens ont apprécié de pouvoir avoir des échanges, des explications sur le pourquoi de la situation et de leur prise en charge.
Les familles, notamment, ont vraiment apprécié les réponses qui étaient données par la direction aux différentes demandes de visites aménagées, notamment à l'EHPAD. Et puis ensuite, sur le secteur sanitaire, les gens ont apprécié l'organisation de communication virtuelle en remplacement des visites. J'ai noté sauf EHPAD, parce qu'on verra tout à l'heure qu'à l'EHPAD, cette communication via les tablettes n'a pas vraiment satisfait les usagers dans la mesure où c'est pas tellement adapté à leur vue, à leur ouïe, et voilà, ça a été compliqué. Sur la diapositive suivante, au niveau des points perfectibles, donc en termes d'organisation du recueil, nous, on se pose des questions par rapport à la taille de l'échantillon, qui visiblement est quand même très faible, puisqu'on n'a eu que 242 retours. Donc, on se pose des questions sur la fiabilité des résultats, notamment sur certains items où vraiment on n'a eu que très, très peu de retours. Deuxième point qui a pêché, c'est le fait que tous les secteurs d'activité, bien qu'ils aient été intégrés à cette démarche, ils n'ont pas forcément participé. C'est notamment le cas du service de médecine, où vraiment les patients, enfin les résidents, enfin pas les résidents, pardon, les professionnels se sont attachés plutôt à la prise en charge des patients Covid plutôt qu'à prendre le temps de recueillir leur avis sur cette démarche. Deuxième point, c'est au niveau des résidents de l'EHPAD et de l'USLD. Notre démarche a vraiment été très incomplète, Monsieur Maignan pourra en parler, et finalement, les résidents eux-mêmes n'ont pas été sollicités malgré nos demandes. Donc ça, voilà, on sait que c'est un point à améliorer. On a pu recueillir l'avis uniquement que des familles. Je peux juste compléter oui, là. Bien sûr. Oui, à ce sujet-là, bon, donc la démarche au niveau de l'EHPAD a été quasiment absente. Hein. Ça fait l'objet de discussions très récentes là où en fait on va refaire la direction de l'EHPAD au final. Se rend compte que cette démarche aurait dû être faite effectivement et on va refaire le recueil auprès des résidents qui sont en capacité de répondre. Ça va être fait dans les jours qui viennent maintenant, voilà, pour qu'au moins, indépendamment de cet aspect rétexte, là, on ait l'appréciation des résidents qui soit clairement exposée. Voilà, puis dernier point finalement qui est un petit peu pêché au niveau de l'organisation du recueil, c'est le contexte épidémique du coup qui perdure, avec l'apparition de cas Covid au quotidien, de clusters, et donc ça a vraiment impacté la démarche puisque les soignants étaient vraiment, leur priorité c'est de prendre en charge les patients et non pas forcément de répondre à cette enquête. Autre point sur la diapositive suivante, toujours au niveau de l'organisation du recueil. Donc, c'est ce que disait Monsieur Maignan. Donc, au niveau du médico-social, la population est peu autonome. Donc, finalement, seules les familles ont été sollicitées, faute de ressources humaines. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps d'échanger avec les résidents, de les accompagner pour remplir le questionnaire. Et finalement, on n'a pas eu leur retour, leur vécu. Et puis, au niveau des retours des familles, finalement, peu d'entre elles ont répondu dans cette démarche. Bon, voilà. Après, elles se sont exprimées, mais via des courriers, via des échanges, mais pas au travers de ce questionnaire. Après, sur le secteur ambulatoire, c'est pareil. Moi, ce que j'ai un petit peu regretté, c'est qu'environ 50% des questionnaires qui nous ont été retournés par les usagers n'ont pas été renseignés. Donc ça, je pense que finalement, c'est lié au fait qu'il n'y ait pas eu d'accompagnement sur le remplissage et sur l'intérêt de ce questionnaire par les agents d'accueil qui leur remettaient le questionnaire. Donc, c'est un point, je pense, qu'il faudra aussi améliorer, prendre le temps, parce que voilà, il y avait également l'enquête de satisfaction habituelle qui leur était distribuée en même temps. Et ces agents ont distribué les questionnaires Covid, là, sans forcément plus d'explications, en leur montrant que voilà, c'était un nouveau questionnaire qui était totalement détaché de l'autre et on souhaitait vraiment avoir leur avis.
Voilà, donc sur la diapositive suivante, au niveau d'exploitation des données, donc dans les points qui sont perfectibles, c'est le constat d'écart entre les annonces des politiques et la pratique dans l'établissement, notamment en termes de restriction de visite. Ça, c'est sorti essentiellement au niveau des retours de familles d'EHPAD, puisque voilà, les familles entendaient qu'effectivement, au niveau des médias, voilà, les portes allaient s'ouvrir plus facilement. Et c'est vrai que notre direction a souhaité vraiment, elle est responsable finalement des décisions et des actions mises en place au niveau de l'établissement. Et donc, voilà, ils n'ont pas souhaité forcément ouvrir aussi facilement que les recommandations ministérielles. Les points également qui sont améliorés, c'est le manque de soutien psychologique, même si 2 psychologues sont présentes, une sur le secteur sanitaire et une sur le secteur de l'EHPAD. Voilà, et puis comme je vous le disais tout à l'heure, hein, au niveau de la communication virtuelle, vraiment, on a des retours comme quoi ce n'était pas adapté à la population âgée. Les personnes apprécient de pouvoir échanger, mais en fait, ne voyaient pas sur les tablettes qui leur étaient mises à leur disposition. Elles entendaient très mal. Donc voilà, ils n'ont pas forcément apprécié, ils auraient préféré une communication physique comme habituellement. Voilà, donc dans notre questionnaire, on avait également laissé une place à un retour pour que les gens puissent s'exprimer. Donc ça, c'est la diapositive suivante que M. Maignan va vous commenter. Voilà. Voilà, donc au niveau de l'accueil, mise en confiance et respect des mesures sanitaires. Donc là, c'était les questions ouvertes hein, qui ont été portées. Pour les repas en chambre, il y a eu un gros sentiment d'isolement. Hein. Bon, là, on est typiquement dans toutes les problématiques hein, qui sont émises par beaucoup d'endroits et beaucoup sur la problématique du Covid et la façon dont les choses se sont passées en termes d'isolement, etc. Bon, c'est un sujet éminemment complexe, mais en même temps, on sent bien que tout a été axé sur ce qui a été complètement occulté, je dirais, c'est l'aspect humain des choses, où on a pensé soins, on a pensé, mais on n'a absolument pas pensé tous les incidents dérivés de l'isolement des résidents et de l'aspect délétère qui existe derrière, où on a vu en particulier chez les résidents à troubles cognitifs, des chutes extrêmement importantes dans l'avancée de leur maladie, quand il s'agit de maladies de type Alzheimer. Donc ça rejoint les interruptions d'animation, le manque de lien social, etc. Hein. Donc voilà, on est complètement dans toute cette problématique où on a oublié la vie pour privilégier le soin et ça se constate encore aujourd'hui, où maintenant on peut espérer que les choses vont s'ouvrir un peu plus avec les dernières dispositions de Madame Bourguignon en particulier. Reste à voir comment ces dispositions-là vont être saisies par les directions d'EHPAD qui étaient parmi les plus rigides, je dirais, et les plus frileuses dans l'accompagnement des résidents dans cette période.
Les modalités de visite, bon, ça a été au sein de l'EHPAD là, un grand sujet, hein, avec des restrictions extrêmement fortes. Et d'où la réaction qui a monté au fil des semaines des familles qui ne pouvaient plus supporter de voir ces restrictions qui engendraient des impossibilités de visiter les proches, quelquefois avec des périodes très longues, hein, du fait que il fallait limiter en durée et il fallait limiter en fréquence les visites. Et la nécessité de prise de rendez-vous également n'a pas facilité les choses. Voilà, tout ça, on peut espérer que on a franchi maintenant un nouveau pas vers une meilleure liberté d'action. Hein. Bon, il y a eu évidemment des actions aussi portées par les différents rapports qui ont été faits. Hein. Et la vaccination maintenant qui est largement faite auprès des résidents va permettre de reprendre la vie normale. Si tant est que la vaccination des professionnels continue à augmenter. Aujourd'hui, le risque majeur, les résidents étant vaccinés et les familles étant aussi de plus en plus vaccinées, donc le risque majeur, il vient en partie sur les familles et en partie aussi, j'allais presque dire en grande partie, sur les professionnels où le taux de vaccination est absolument trop faible. Et là, il y a un rôle important des directions pour faire comprendre aux professionnels qu'il va de leur responsabilité morale, j'allais dire, de se vacciner pour que, étant à 80% du temps avec les résidents, le vecteur à risque est de ce côté-là. Sur la diapositive suivante, donc on a essayé de se donner des axes d'amélioration. Vous voulez les présenter, M. Meunier ? Oui, alors les axes d'amélioration, c'est l'assouplissement des modalités de visite. Donc là, c'est en cours. Donc il y a un réel effort qui est en cours d'être fait pour assouplir les modalités de visite en particulier pour les personnes vaccinées. Mais pas que. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, l'assouplissement touche aussi les personnes non vaccinées. Favoriser le soutien psychologique, ça reste un point d'amélioration à mettre en œuvre. C'est en grande partie à construire. Les animations reprennent vie petit à petit, donc ça va permettre aussi à ce que les différents résidents soient leur quotidien. Leur quotidien soit amélioré, effectivement. La communication virtuelle, c'est la difficulté effectivement d'utiliser les tablettes parce que l'outil, une tablette, c'est pas très grand et les gens, en particulier ceux qui ont des atteintes cognitives importantes, ne sont pas en capacité de se rendre compte à travers une tablette de cette communication. Le secteur ambulatoire, donc revoir les modalités de distribution des questionnaires, on en a parlé tout à l'heure, hein, et idem au niveau du médico-social, d'organiser un recueil auprès des résidents. Voilà. Pardon, je réactive mon micro. Donc, merci pour cette belle présentation à deux voix.
Donc, on voit qu'effectivement, vous avez mené quand même une campagne ambitieuse de questionnaires, avec des questionnaires sur tous les secteurs concernés de votre établissement. Alors effectivement, on voudrait toujours avoir plus de réponses, mais quand même, je souligne l'intérêt du questionnaire que vous avez passé. Et puis également le fait que les usagers étaient associés. Alors, on peut peut-être démarrer par une première question, et puis pour les autres participants, n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions sur le chat. Moi, j'avais une première question pour Monsieur Maignan, justement. Donc, comment est-ce que les usagers ont été associés à la démarche de questionnaire, à la démarche de l'établissement pour recueillir un petit peu l'avis des résidents et des patients? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés associés à ça? On s'est retrouvé associé à ça, je dirais, à l'initiative de la responsable qualité de l'établissement, hein, où très vite elle nous a proposé, donc nous a parlé de ce questionnaire, et elle nous a proposé donc de le co-construire. Donc on a été dans des réunions de co-construction voilà, du questionnaire. On a fait deux réunions, je crois, de co-construction. Vous vous êtes fait un peu porte-parole finalement de ce que pensaient les résidents, les patients? Oui, on a essayé donc déjà de choisir les thèmes, hein, les six grands chapitres. Et puis, puisque au total, je crois, hein, dans le référentiel, il y en Oui, tu avait l'as réaffiché. une vingtaine, hein, voilà. Voilà. Donc, on a fait une sélection des thèmes qui nous semblaient importants, sur lesquels il fallait questionner. Et voilà, après, on a essayé de décliner les questions précises telles que vous avez pu les voir. Voilà, bon, je pense que en termes d'autocritique, si je peux dire, c'est le point qu'on a appelé décès, fin de vie, accompagnement des familles. Bon, je pense que là, on aurait pu être un peu plus proposer les questions d'une façon un peu différente, ce qui a amené des difficultés de réponse, quoi. D'accord. Et par rapport justement aux réponses, est-ce que vous étiez surpris des réponses, ou est-ce que finalement ça correspondait à ce que vous aviez ressenti comme situation? Voilà, par exemple, il parle des restrictions de visite ou Oui, voilà. complètement. Là, on est bien en phase avec les choses. Bon, la seule, le seul regret, je dirais, c'est effectivement le faible taux de participation qui vient un peu biaiser les résultats dans la mesure où, si la participation de réponse est trop faible, bon, on n'est pas sûr d'avoir un reflet fiable de l'ensemble. Et puis, le zéro pointé à l'EHPAD est inadmissible. Donc, on a, voilà, en tant que représentant des usagers, porté l'attention là-dessus en exprimant que pour nous, ce n'était pas acceptable. Donc, la correction est faite. Elle vient venir après coup, mais elle va venir. Ça va nous permettre d'avoir le sentiment des résidents. Ça nous semblait vraiment indispensable d'avoir non seulement le recueil des familles, mais le recueil des résidents qui sont les premiers concernés, hein, Bien sûr. à travers ça. Donc, on va voir ce qu'il en est. Mais ça demande un effort, effectivement, de l'organisation de l'EHPAD, d'accompagner aussi, de passer du temps d'accompagnement pour que ne pas simplement donner la feuille et la reprendre le lendemain sans avoir accompagné les résidents en capacité, même s'ils sont en capacité de répondre. Voilà, quand on connaît la population d'un EHPAD, il faut accompagner. Bien sûr, et on sait que ça prend du temps et ça prend des ressources humaines, et c'est vrai que c'est pas toujours simple Oui, c'est de sûr. pouvoir le mettre en œuvre, hein, ça, il y a pas de doute. Après, sur la question de la représentativité que vous évoquiez, c'est vrai qu'on voudrait avoir plus de réponses. Pour autant, les thèmes qui sont soulevés et les réponses qui sont faites, là, les verbatim que vous avez notés, je pense qu'ils sont assez fidèles malgré tout Oui. sur comment un certain nombre de personnes ont perçu la situation. Vous évoquiez très bien le décalage qu'il pouvait y avoir entre, d'un côté,
l'affichage national qui était fait sur le fait qu'on allait pouvoir reprendre les visites, etc. en EHPAD, et en fait la mise en œuvre sur le terrain qui était beaucoup plus complexe et donc du coup beaucoup plus frustrante pour les résidents et les familles. Donc je pense que ça, effectivement, ça correspond bien à la réalité de ce qu'ont vécu les gens. Oui, là, il y a deux points, effectivement. Il y a le point que les annonces politiques étaient, voilà, on est vendredi et à partir de lundi prochain, voilà comment ça va se passer. Et il est évident que dans l'espace du week-end, c'était quasiment impossible à mettre en œuvre. Donc, il y a eu des décalages de l'ordre de 8 jours, 10 jours, des fois 15 jours avant là. Et puis, entre les protocoles qui sont effectivement des recommandations et non des obligations, bon, on peut quand même dire que ces recommandations sont devenues des obligations et pour un certain nombre de cas ont été durcies. En plus, ouais. Alors après, ce que souligne effectivement une des participantes, c'est ce sera intéressant aussi de réaliser l'évaluation des résidents à distance pour pouvoir malgré tout comparer aussi avec le ressenti des proches. Donc de toute manière, cette démarche, même si elle est postérieure, elle sera intéressante également. Exactement, oui. Et puis, on a une question qui nous est posée. Donc, quelle communication interne a été faite pour lancer la démarche? On n'a pas fait de communication interne. Non, on a juste évoqué cette démarche, mais au niveau du CODIR, mais après, au niveau des professionnels de l'établissement, non, ils ne sont pas forcément informés de cette démarche, hormis les personnes qui ont été impliquées dans la distribution, je pense notamment aux agents d'accueil. Mais après, effectivement, on a un petit bulletin d'information interne et c'est vrai que ça serait bien de pouvoir leur faire un petit retour sur… Oui, parce qu'il y a quand même effectivement certains sujets où je pense qu'ils peuvent être concernés ou en tout cas intéressés. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, Monsieur Loquet, je crois, a une question. Oui, alors c'est plusieurs petites questions dans la même question et concernant évidemment cette enquête que vous avez pu faire au niveau de ce questionnaire. J'entendais parler de l'EHPAD tout à l'heure, c'est parce que je suis directeur d'EHPAD que je pose cette question. Je voulais juste déjà en termes de préparation de travail, est-ce que la direction de l'EHPAD avait été associée au travail préparatoire du questionnaire? Ça, c'est ma première question. Ensuite, ma deuxième question, toujours sur le questionnaire, je suppose que c'est un questionnaire intermédiaire, qu'il va en avoir un nouveau qui sera fait en sortie de crise, puisque on est sur un questionnaire de grosso modo de satisfaction des prestations et que la crise n'est pas encore finie. Et j'avais cru entendre qu'il y avait une enquête de satisfaction qui avait été distribuée en même temps. Et je vous pose cette question parce que moi, je l'ai totalement supprimé, l'enquête de satisfaction 2020, puisque pour moi, elle représentait rien du tout dans le cadre d'une crise annuelle. Je veux dire, la prestation de service qu'on faisait ne servait à rien de faire une enquête puisque les services, tous les services étaient chamboulés, enfin, comme dans tous les EHPAD. Enfin voilà, toutes mes petites questions. Je suis un peu interpellé par rapport à la présentation qui me semble de toute façon hyper bien construite et au moins il y a des résultats qui sont parlants, bien évidemment. Tout à fait, oui. Et puis je pense qu'ils traduisent vraiment la réalité, même malgré le faible taux de réponse. On a quand même, je pense, la réalité du vécu des usagers. Alors, pour répondre à votre première question, c'est vrai que quand vous aviez fait votre réunion préparatrice pour l'élaboration de ce questionnaire, non, la direction n'avait pas été conviée. C'est vrai que ça s'est fait entre la responsable qualité et puis les représentants des usagers uniquement. Oui, que ce soit pour l'EHPAD d'ailleurs ou pour les autres secteurs du centre hospitalier. Oui. Alors effectivement, oui, voilà, c'est peut-être c'est une question à voir le niveau d'implication effectivement de la direction d'EHPAD. Peut-être que ça aurait permis que le questionnaire soit effectivement porté jusqu'aux résidents, peut-être. Oui. Voilà. Après, vous parliez de la remise du questionnaire parallèlement au questionnaire traditionnel. Ce n'est pas sur l'EHPAD, c'est uniquement sur la partie ambulatoire que l'on a continué à distribuer le questionnaire. D'accord. Voilà.
Ok, je pensais que c'était sur l'ensemble des services que vous faisiez Non. une enquête. Non. D'accord. Et puis, alors, Oui, pardon. donc, est-ce que c'est un questionnaire intermédiaire et que vous en prévoyez un en sortie de crise qu'on peut espérer très proche? On peut l'espérer, mais bon. Ou alors, ça s'arrête là et vous en tirez, comme vous avez pu le faire, plusieurs points d'amélioration. Et puis voilà, on les met en place. Ou est-ce que vous avez réellement prévu une démarche complémentaire par rapport à ce premier questionnaire? Alors, pour l'instant, on n'a pas Ouais. formellement effectivement prévu de nouveaux questionnaires en sortie de crise. C'est pas une question qu'on a abordée, mais oui, ça peut. Il faut voir. Ça permettrait avec plus de recul. Aujourd'hui, bon, on peut dire qu'on n'est pas encore sorti de crise. Bien s'avance celui qui pourrait nous dire quand est-ce qu'on va considérer qu'on est sorti de crise, parce que bon, j'ai plutôt tendance à considérer qu'il va falloir apprendre à vivre avec ce Covid. Donc, et si on considère que tant qu'on vit avec le Covid, on est en crise, ça ne va pas être possible. Donc, mais refaire le questionnaire, peut-être, je ne sais pas, en fin d'année, par exemple, ça pourrait être intéressant pour avoir ce recul et au bout du bout, en tirer d'autres informations et améliorations. Oui. Mais je pense que quand même, en premier lieu, c'est quand même important de mettre en place les différents axes d'amélioration que l'on a pu identifier, parce que comme dit M. Maignan, et comme nous le savons tous, on n'est pas sûr de bien pouvoir sortir rapidement de cette crise. Donc, il faut quand même qu'on prenne en charge. On avait proposé effectivement d'assouplir les modalités de visite pour les personnes vaccinées. Voilà, il faut qu'on comprenne que cette crise va durer et qu'il faut vraiment qu'on mette en place un système qui permette quand même aux résidents de continuer à voir leur famille dans des conditions comme ils avaient l'habitude auparavant. Oui. Et idem pour le soutien psychologique, l'organisation des animations, il faut que les gens continuent à vivre malgré ce contexte qui va perdurer. Hein. Non, ce qu'on peut craindre, bon, si vous-même vous êtes directeur d'EHPAD, Monsieur Loquet, mais ce qu'on peut craindre, c'est que malgré les assouplissements qui apparaissent maintenant de façon officielle de par le ministère, la réalité du terrain soit légèrement différente, parce que à entendre des directions d'EHPAD, on a plutôt le sentiment qu'il n'est pas question d'annoncer un moment ou une période à travers laquelle on va revenir à une situation quasi normale dans la liberté des résidents d'aller et venir et des visites. Et ça pose question sur la sortie de crise. Ouais, alors, il y a plusieurs, enfin, je fais partie d'une petite fédération qui est la FNADEPA. On est nombreux, en tout cas en termes de direction, à pouvoir sortir des rétro-plannings aujourd'hui par rapport aux visites. Hein. Si je prends notre cas directement, on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Nous, le retour à la normale est prévu pour le 7 juin, hein, hormis le masque et le gel hydroalcoolique. Enfin, je pense qu'on n'est pas… Okay. Non, mais bon, c'est très bien. Hein. Si vous êtes en mesure, si un certain nombre d'EHPAD sont en mesure effectivement de planifier un retour à la normale, c'est intéressant. Ce n'est pas ce qu'on constate ici, mais ça va peut-être venir. Hein. Ouais. Après, c'est les contextes locaux qui font que on peut ou on ne peut pas se permettre ce genre de choses. En Vendée, on n'est pas spécialement… mitraillé par des clusters ou autre chose. Hein, donc, oui, c'est ça. C'est ça. Hein, ça dépend peut-être aussi de la taille. Ouais. Et tout dépend peut-être aussi de la taille de l'établissement. Enfin, je ne sais pas combien. Moi, je ne crois pas. Je pense sincèrement que la taille n'a rien à voir, parce que le Covid ne fait pas la différence entre 1 ou 100 personnes. Une fois qu'il est là, il attaque tout le monde. Donc, je pense pas que ce soit une question de taille. C'est plus une question de gestion, de confiance et de responsabilité partagée entre résidents, familles et professionnels. Je pense surtout qu'il faut travailler là-dessus. Et je suis complètement d'accord. Ma première question, de savoir si le directeur avait été convié à vos réunions de préparation.
Moi, j'avais une petite question justement en lien avec ça. Déjà, je voulais vraiment saluer le travail de co-construction qui est particulièrement intéressant. Et puis, on voit bien que du coup, les questions ont été construites du point de vue du représentant d'usagers. Et du coup, on va probablement sur des sujets qu'en tant qu'établissement, on n'irait pas naturellement. Donc, je trouve ça particulièrement intéressant. Je trouve que votre taux de retour, il est quand même assez bon, hein, compte tenu du contexte et justement de la capacité de pouvoir lancer ce type d'enquête pendant ces périodes-là. Oui, c'est vrai que le taux global est pas si mauvais. Bon, après, suivant les secteurs, il est plus ou moins important, c'est sûr. C'est ça. Oui. Parce que l'essentiel du taux de retour, pardon. Non, allez-y. Oui, je disais au niveau du taux de retour, l'essentiel des questionnaires qui nous ont été retournés émanent du secteur ambulatoire. Hein. Donc, ce n'est pas vraiment les personnes qui vivent au quotidien le Covid avec nous dans l'établissement. Bien sûr. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'EHPAD, on a eu un retour que de 6%. Donc là, par contre, c'est vraiment très, très faible. Et j'avais une question justement sur cette étape de co-construction et d'exercice presque de construction d'un questionnaire entre représentants d'usagers et équipe qualité. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu comme une opportunité peut-être de mener régulièrement des enquêtes que vous seriez en co-construction justement entre l'ensemble des parties prenantes? Est-ce que c'est un exercice qui vous a semblé, vous, en tant que représentant d'usagers, utile à reproduire dans le temps? Oui, je pense que c'est un exercice intéressant à reproduire et peut-être à relier donc au questionnaire de satisfaction qui, lui, est distribué de façon permanente à tout passage dans un des services de l'hôpital. Alors, c'est un peu différent hein, dans un EHPAD, on n'a pas évidemment le même taux de passage, bien sûr. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra reprendre. Bon, là, il se trouve qu'il va y avoir un changement du côté de la personne responsable de la qualité. Donc, ce sera l'occasion aussi de remettre un peu à plat peut-être ces choses-là. Oui, tout à fait, oui. Et puis, je vais avoir une dernière question qui sera en EHPAD. Est-ce que les membres du CVS ont pu avoir un rôle de lien avec les résidents et les familles pendant cette crise ou pas forcément? Alors, ça c'est la question, effectivement. Bon, moi, je fais partie d'un CVS par ailleurs dans l'établissement où est mon épouse. Et là, je suis au CVS de l'EHPAD ici en tant que représentant des usagers. Et force est de constater que on est loin encore aujourd'hui, j'allais dire, d'une dynamique de bonnes relations ou de relations constructives, j'allais dire, entre la direction de l'EHPAD et le CVS et les usagers. On est trop dans un CVS qui ne peut pas jouer son rôle. Voilà, donc on a beaucoup de chemin à faire là. Alors, c'est l'objet d'un certain nombre de discussions pour essayer d'amener petit à petit à ce que la relation famille, direction d'EHPAD, CVS soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus transparente, beaucoup plus collaborative. Et bon, par ailleurs, moi, je vais prendre une autre casquette là, qui est celle de France Alzheimer, parce que je suis président de l'association en Sarthe. On a comme réflexion chez France Alzheimer de dire qu'il faut revoir la notion, enfin le rôle du CVS tel qu'il est inscrit dans les textes aujourd'hui. Le rôle du CVS n'a pas assez de pouvoir. Et il faudrait le rapprocher peut-être du rôle du représentant des usagers qui n'a pas de rôle décisionnaire non plus, mais qui, on le voit bien, a quand même un rôle de collaboration, de co-construction, de discussion qui amène à faire avancer des choses, alors que dans beaucoup trop d'EHPAD,
le CVS n'a pas ce rôle. Et, il suffit de voir, c'est peut-être pas, hein, Monsieur Loquet, c'est peut-être pas comme ça que ça se passe chez vous, ça se passe peut-être beaucoup mieux, et tant mieux. Oui, mais ça me fait peur d'entendre un président de France Alzheimer parler comme ça des CVS en EHPAD. Moi, les quelques retours que j'ai des CVS, y compris des représentants, que ce soit même les bénévoles que j'envoie en formation avec mon animatrice pour animer tout ça, ils ont des rencontres très intéressantes avec d'autres présidents de CVS où tout se passe super bien, quoi. Donc, c'est très bien, non, mais c'est parfait. Ça veut dire que ça me touche, quoi, quelque part, parce que je sais que c'est un travail collaboratif qui est incontournable dans un EHPAD. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme ça, et je suis vachement surpris, quoi. Alors, c'est même pas une question de pouvoir ou de prise de décision, parce qu'on sait que le CVS est force de proposition, et après, ce sera le conseil d'administration qui validera ou pas. Maintenant, c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, les relations entre la direction et le CVS sont hyper importantes et doivent être même très cordiales si on veut que le message du CVS soit porté de façon positive auprès du conseil d'administration. Autrement, c'est sûr que le CVS va recevoir que des retours négatifs si l'argumentaire de la direction auprès du conseil d'administration n'est pas plus emballant que ça, quoi. Oui, mais on est bien d'accord. Moi, je suis heureux de vous entendre parler comme ça parce qu'on tend vers un idéal, là, c'est clair, hein, c'est très bien, hein, mais encore une fois, même au niveau de, là, si je reprends cette casquette France Alzheimer, on a énormément de remontées pas très positives, hein, du rôle des CVS, hein, à travers les familles qui ont leurs proches en établissement. Et je le vis moi-même, hein, à la fois personnellement et en tant que RU ici, avec l'EHPAD qui dépend du centre hospitalier. Clairement, le rôle du CVS est extrêmement faible. Et dans tous les différentes décisions qui ont été prises au niveau des visites et tout, le CVS n'était pas impliqué, il était informé, mais pas impliqué. Il n'y a jamais eu de discussion préalable pour dire voilà ce qu'on nous, direction d'EHPAD, on envisage de faire, voilà ce qu'on voilà, et que le CVS puisse dire bah, écoutez, nous on accepte, on n'accepte pas, et essayer d'amender un peu les choses et d'avoir une discussion collaborative et constructive, ça n'existe pas. Ok, donc on voit qu'il y a encore des points de discussion sur le rôle du CVS. Voilà. Malgré tout, on peut souligner l'implication des usagers là dans la démarche qui a été menée par le Château du Loir, qui est peut-être finalement un démarrage, mais avec encore des points à avancer sur cette participation-là. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Merci. Et on va pouvoir passer à la présentation suivante pour laisser quand même le temps à nos deux autres intervenants, dont M. Loquet, mais aussi Mme Galland, de nous faire effectivement leur retour d'expérience. Donc, Mme Galland, pour l'Institut Public au Sens, eh bien, nous vous invitons votre micro. Je ne sais pas si vous êtes avec nous. Oui, parfait. Et donc, c'est à vous. Bonjour, donc Violaine Galland, je suis responsable qualité gestion des risques au sein de l'Institut Public au Sens et naturellement référent Covid de par cette casquette de responsable qualité gestion des risques au sein de l'Institut. Donc l'établissement, je vais vous présenter tout d'abord l'établissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un établissement qui est né de la fusion de deux établissements médico-sociaux publics au 1er janvier 2020. Donc quand la crise de la Covid est arrivée, nous étions tout récemment rapprochés entre les deux établissements et donc pas encore structurés pour un certain nombre de choses que nous pensions pour avoir le temps de faire en 2020. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet établissement, en fait, il est structuré quand même en deux pôles. Un des pôles en déficience sensorielle et du langage, c'est-à-dire un pôle qui accompagne des enfants et des adultes avec une déficience auditive, une déficience visuelle ou des troubles du langage, avec ou sans troubles associés. Et d'autre part, un pôle médico-éducatif, donc qui accompagne des personnes avec des troubles du spectre de l'autisme et ou un retard global du développement. Et dans ce cadre-là, nous avons de multiples autorisations. Nous avons un institut d'éducation sensorielle, c'est-à-dire un institut qui accompagne les enfants dans leur scolarité en milieu inclus.
des services ambulatoires également qui interviennent auprès des personnes dans leur secteur ordinaire, dans le milieu ordinaire. Nous avons un institut médico-éducatif, un IME. Nous avons également pour les adultes un centre de préorientation et un centre d'orientation professionnelle pour les adultes en situation de handicap. Nous avons un centre de dépistage précoce du handicap polyvalent et puis un centre de formation, voilà, globalement, l'ensemble de l'institut qui est né au 1er janvier 2020. Quelques données pour savoir ce que ça représente, quelques données de se rapprocher de son micro. Je vais essayer, mais ça va être difficile parce que je ne peux pas coller la tête à l'ordinateur, ça va pas, ou alors j'enlève la caméra, sinon ça. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Ok. Donc je disais les données essentielles pour savoir ce que ça représente au niveau de l'établissement. Ça représente plus de 400, si on peut passer à la diapo suivante, plus de 400 professionnels, 46 métiers, 6 sites géographiques principaux, nous ne parlons pas des classes où nous intervenons, un budget de 25 millions et au niveau des usagers, ça fait à peu près 2 tiers, 1 tiers d'enfants et d'adultes, 760 enfants accompagnés dans des dispositifs, 300 adultes. Et puis, au niveau du centre de formation, en 2019, il y avait 800 bénéficiaires de la formation. Évidemment, en 2020, les chiffres ont été tout autres. Donc, dans ce cadre-là, quel a été le contexte pour nous de cette crise? Évidemment, il est très différent du contexte de nos interlocuteurs précédents, puisque nous, au 16 mars, on nous a demandé de fermer totalement l'établissement. Et donc, d'imaginer un nouveau mode d'accompagnement, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, en distanciel. Et nous avons pris une semaine, suite à cette annonce, une semaine très, très intense pour mettre en place les accompagnements à distance. Et puis, au fur et à mesure que le temps passait, en fait, nous avons développé d'autres types d'accompagnements qui s'avéraient nécessaires, comme des interventions à domicile pour des services qui n'avaient pas l'habitude d'intervenir à domicile, ou voire même de faire revenir des personnes sur le siège social parce que l'accompagnement difficile avait été testé et les conditions à domicile ne permettaient pas un accompagnement dans son intégralité, dans les meilleures conditions. Voilà, pour la première partie, la première phase, on va dire, de la crise Covid. La deuxième phase, ça a été un peu trop vite. La deuxième phase, ça a été le 11 mai 2020, une reprise partielle selon les services, parce qu'en l'occurrence, on n'a pas été autorisé à réouvrir les services adultes dans l'immédiat, les services de formation. Parce que les écoles ouvraient différemment selon que c'était des primaires, des collèges, des lycées, selon même les secteurs géographiques. Voilà, donc il a fallu nous adapter à chaque réouverture, sachant que des professionnels pouvaient intervenir sur des sites différents. Et donc, pour certains en distanciel, pour certains, une journée en distanciel, une demi-journée en présentiel, vraiment avec des modalités d'adaptation importantes. En juin, par contre, 2020, ça a été la reprise totale. Et là, l'Institut, la direction a souhaité vraiment avoir un avis, recueillir le sentiment des professionnels sur leur vécu de ce confinement et a mis en place un soutien psychologique des équipes à leur retour sur site, avec l'intervention de 2 psychologues qui ont rencontré chaque équipe pluridisciplinaire pour connaître leur vécu, laisser les gens parler et puis retrouver, refaire sens ensemble et repartir sur de nouvelles bases avec ce déconfinement. Et puis, en septembre 2021, donc là, on peut avancer dans l'animation, septembre 2020, je veux dire, soudain, on s'est dit, mais on s'est préoccupé de nos salariés, mais on ne s'est pas préoccupé de savoir comment les usagers et les familles avaient vécu toute cette période. Et il faut dire que on s'est dit, là, on a vraiment manqué à une partie de notre questionnement. Et donc, on a repris cette idée
Au niveau des adultes, donc on peut passer à l'animation suivante, voilà. La représentativité et l'expression des usagers au niveau de l'Institut public au sens a été repensée à l'aune de la fusion. Et nous disposons donc de comités, on va dire de sous-comités de CVS, donc un comité des stagiaires pour les adultes et puis des comités des jeunes. Et les représentants de ces comités sont dans le CVS et interviennent à ce titre-là. Mais il y a déjà on a maintenu des comités plus petits, en fait, en proximité de chaque dispositif existant. Donc, à la rentrée, il y a eu la tenue d'un comité des stagiaires au niveau des adultes qui a été dédié justement à ce retour sur la crise, comment ils l'avaient vécu, et puis à préparer aussi cette nouvelle année en se disant qu'on n'était pas sorti de la crise, on le savait très bien en septembre, et comment on allait faire pour accompagner la chronicité de cette crise, sachant que l'ARS avait clairement dit que cette fois-ci, s'il y avait à nouveau crise et confinement, on ne fermerait pas. Donc, voilà, c'était l'un des travaux que nous avons fait à la rentrée. Et puis pour les enfants et les familles, il a été choisi de réaliser une enquête de satisfaction justement pour savoir comment ils avaient vécu le premier confinement, qu'est-ce qu'on avait amélioré et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place si ça se leur reproduisait. Ce travail a été présenté au CVS, il a été discuté et le contenu a été validé ainsi que la méthodologie de questionnement le 15 octobre 2020. Alors, la date est importante puisqu'il était prévu de lancer ce questionnement à l'issue des vacances de la Toussaint. Mais voilà, à nouveau, durant les vacances de la Toussaint, nouveau confinement. Et donc, le questionnaire, il n'était plus adapté, en fait. Et on s'est dit, il fallait qu'on reparte sur d'autres bases puisqu'on était dans une crise chronique et il fallait qu'on puisse recueillir l'avis de la crise du printemps, mais aussi de savoir comment on gérait cette crise chronique. Parallèlement, en fait, nous avions une évaluation interne à mener auprès de l'ensemble des secteurs des enfants. Donc, ça se posait de réfléchir à ce questionnement sous un autre angle. Et donc, pour répondre un peu à Monsieur Loquet, nous avons fait le choix de faire une enquête de satisfaction dans le cadre de l'évaluation interne, dans lequel, en fait, on a intégré le questionnement sur la gestion des risques des usagers. Voilà. Diapositive suivante. Pour la méthodologie qui avait été validée par le CBS, il a été choisi de faire 2 enquêtes naturellement différenciées, une enquête auprès de l'ensemble des familles, avec 2 formats, le format numérique et le format papier. Nous disposons d'un logiciel pour mener ces enquêtes. Le format papier étant proposé aux familles qui ne disposent pas pour lesquelles on n'avait pas de mail. Et puis aussi au moment de la relance, en fait, pour un certain nombre de services, il y a eu une relance numérique, mais aussi accompagnée d'une enquête papier. L'enquête comportait, comme je vous le disais, 2 parties. Une partie, je ne parle que de la prévention de la gestion des risques, je ne parle pas de l'enquête de satisfaction naturellement. Une partie d'un questionnement sur le confinement pour le printemps 2020 avec des questions très précises sur l'accompagnement à distance, sur l'accompagnement éducatif, rééducatif, sur l'accompagnement psychologique, sur l'accompagnement pédagogique, sur comment se passaient les visios, sur la facilité de relation s'ils s'étaient sentis soutenus. Et puis, une deuxième partie de questionnement sur les mesures prises depuis la rentrée. Est-ce qu'ils pensaient qu'on assurait la sécurité de leurs enfants avec les mesures que nous prenions? Est-ce qu'elles étaient comprises? Voilà. Et donc, c'était, comme je vous le disais, un questionnement assez approfondi avec une vingtaine de questions. Et l'autre enquête, c'est l'enquête menée directement auprès des jeunes,
On a choisi en fait de la mener qu'auprès des jeunes de plus de 12 ans. Donc, je veux dire qu'on anime la diapo. Hop, voilà. C'est une enquête qui est accompagnée par les professionnels en laissant le choix aux jeunes de la poster en autonomie ou accompagnée sous le format numérique ou le format papier, selon ce qui les mettait plus à l'aise, qui comporte les deux mêmes parties, à savoir un questionnement sur le confinement du printemps 2020 et puis sur la situation depuis la rentrée. Par contre, un questionnement beaucoup plus simplifié puisqu'on s'adresse à des enfants et donc un questionnement en 6 questions uniquement. Et puis pour les jeunes de l'IME pour lesquels on pensait que cette forme était un peu compliquée encore pour recueillir leur avis, on a choisi d'adapter le jeu Jette-toi à l'eau du réseau Calirel en le tournant pour partie justement sur la gestion des risques avec quelques questions sur le Covid. Voilà. Alors, quelques chiffres clés par rapport à cette démarche. Au niveau du questionnement des professionnels, ça nous a amené à faire 436 questions, des questionnaires auprès des professionnels, à conduire, comme je vous le disais, ensuite une vingtaine de groupes d'expression accompagnés par un psychologue extérieur, et puis de dire quand même que la gestion de la crise à ce moment-là, on avait réussi à garder l'ensemble des personnes. Il n'y avait pas eu de rupture de parcours malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer avec les médias. Le taux de retour, parce que je n'ai pas inscrit, mais le taux de retour a été de 60% pour les questionnaires des professionnels. Ensuite, au niveau des familles, donc en fait, l'enquête a été menée, je veux bien. Voilà, merci. L'enquête, en fait, a été menée, comme je vous disais, auprès des usagers et des familles de manière différenciée. C'était 3 semaines d'enquête pour les familles, 3 semaines d'enquête pour les jeunes. Ça représente 794 familles questionnées, 174 questionnaires jeunes et puis 12 participants au jeu Jette-toi à l'eau. Alors là aussi, on a joué un peu de malchance puisque l'enquête de famille, on l'a lancée juste au moment où on avait un nouveau confinement. Donc voilà, c'est une accumulation, mais on fait avec. Et donc, on a attendu justement, c'est pour ça que ça a été mené en 2 temps, puisque c'était en distanciel, c'était pas possible d'accompagner les jeunes. Donc là, on s'est dit, on va attendre le retour et la fin du confinement. C'est donc depuis qu'ils ont repris les cours ou les revenus dans les établissements à l'issue des congés que nous avons mené l'enquête. Et donc, c'est encore en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, donc pour les familles, c'est clos et que nous avons eu un taux de retour, si ça peut rassurer nos collègues, un taux de retour selon les services de 5 à 40%. Donc, effectivement, on peut avoir aussi des 5% dans certains services. Et puis, pour les usagers, là, c'est effectivement différent puisque les professionnels accompagnent la remise du questionnaire. Donc, on a un taux qui est entre 40 et 100% de taux de réponse. Voilà. Donc, par rapport à la gestion de cette crise, les facteurs qui ont été facilitants, qui ont été soulevés par les professionnels et par les familles, c'était le taux d'équipement informatique de l'Institut, en fait, et d'un certain nombre de services de l'Institut, et puis ainsi que l'aide à la prise en main des outils virtuels par le service informatique qui a été sur le pont dès le mois de mars pour rapidement que les professionnels soient à l'aise avec les outils et puissent maintenir le lien avec les usagers et mettre en place les accompagnements à distance. Évidemment, comme je vous en avais parlé, la semaine de pause, on va dire, suite à la fermeture, elle a été mise à contribution pour un travail collaboratif
très intense pour inventer justement de nouvelles modalités d'intervention, parce qu'on a des services ambulatoires pour lesquels ça ne posait pas vraiment de problème d'intervenir, de réfléchir à de nouveaux modes d'intervention à distance. Et pour des professionnels qui sont toujours intervenus dans des classes, c'était quelque chose de très différent de mettre en place une intervention à distance, que ce soit pour le pédagogique, mais aussi pour le rééducatif ou pour l'éducatif. Un autre facteur facilitant dans la gestion de cette crise, ça a été la disponibilité et l'adaptabilité justement des familles, des équipes aux réalités des familles, ce qui a pu provoquer des extensions d'emploi du temps de nos professionnels. Mais quand une famille a un ordinateur pour 3 enfants, eh bien, il faut trouver le créneau horaire pour pouvoir accompagner cet enfant quand l'ordinateur est disponible par rapport à la fratrie, par exemple. Un autre facteur facilitant, ça a été la réactivité pour synthétiser les recommandations et les consignes gouvernementales qui tombaient au fur et à mesure depuis au moment du confinement au printemps, mais également depuis la rentrée où on reçoit parfois un protocole national d'entreprise le dimanche à appliquer dès le lundi. Donc voilà, pour savoir, pour rassurer les professionnels, pour savoir où ils vont et comment ils doivent agir. Et de la même manière, par rapport aux familles. Il y a eu quand même un autre facteur facilitant, il faut le dire, c'était que pour tout ce qui est pédagogique, au niveau de l'éducation nationale, il y avait pour nous des ressources externes multiples et variées qui ont été partagées largement pour accompagner, par exemple, les enseignements à distance. Le facteur facilitant, justement, ça a été la communication institutionnelle qui a été mise en place dès le printemps vis-à-vis des professionnels, avec une communication de la direction à l'ensemble des professionnels, une communication hebdomadaire qui faisait le point sur ce qui s'était passé dans les semaines, que ce soit au niveau des consignes, mais aussi au niveau des mises en œuvre et des accompagnements par les professionnels, voilà. De manière hebdomadaire également, il y avait une communication de l'infirmier de santé au travail qui était très rassurante pour nos professionnels qui leur apportait tout un tas d'éléments, que ce soit dans la crise en elle-même, comment les données principales au niveau de la crise, mais aussi par rapport à des mesures de protection à prendre pour eux et répondre à un certain nombre de questions. Et puis aussi, il faisait le lien au niveau, je veux dire, accompagnement psychologique. Il était également à disposition des professionnels qui en ressentaient le besoin. C'était un rôle très soutenant de l'infirmier de santé au travail qui a permis cette grande mobilisation des équipes. Dans le recueil de l'expérience des usagers par rapport justement à leur vécu, le facteur facilitant, ça a été l'implication du CVS dans les choix méthodologiques et la construction du questionnaire. Notamment quand on est revenu vers eux en septembre en disant voilà, on reconnaît qu'on a oublié de questionner, et là les représentants des familles nous ont dit oui, on vous l'aurait proposé parce que justement pendant la crise certaines familles nous ont contactés pour avoir des renseignements, pour être soutenues parfois simplement psychologiquement. Donc ils avaient eu un rôle, les quelques représentants des familles avaient eu un rôle assez intense parfois auprès de certaines familles, et donc ils tenaient à avoir l'avis de l'ensemble des familles sur leur vécu. Dans le recueil de l'expérience, effectivement, le rôle des professionnels auprès des usagers qui portent le questionnaire, qui expliquent l'importance de répondre pour leur accompagnement et puis pour qu'on améliore justement ce qui, eux, pensent qu'il ne va pas. C'est vraiment un facteur facilitant, ça c'est sûr. Je tenais aussi à souligner le jeu Jette-toi à l'eau, parce que même s'il est plus pour des adultes, ça nous a permis de dire qu'on pouvait aussi ouvrir le questionnement à des usagers qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer sur un questionnaire de satisfaction, et donc de prendre beaucoup plus largement l'avis de l'ensemble des usagers. Alors, on n'a pas encore fini, donc peut-être ultérieurement, nous pourrons échanger sur les résultats de cette méthode. Et puis, dans le recueil de l'expérience des usagers et des familles, il y a quand même un facteur facilitant, mais je reviendrai dessus, qui est à nuancer, c'est les habitudes numériques des usagers et des familles. Donc,
pour pouvoir utiliser justement cette enquête numérique. On a vu que le taux de retour était le même que lorsque, il y a 3 ans ou 2 ans, nous faisions un questionnaire uniquement sur papier. Ça n'a pas changé. Voilà, le taux de retour est resté le même, voire même supérieur pour certains services. Par contre, au niveau des freins, dans la gestion de la crise par rapport aux usagers, c'est que, comme je vous le disais, il y avait une inégalité de taux d'équipement des services. C'est-à-dire que certains services, comme les services ambulatoires, étaient équipés sans problème d'outils informatiques, de téléphone portable pour tout le monde. Ce n'était pas le cas de tous les services. Donc, au fur et à mesure, depuis le printemps, en fait, il y a eu un gros effort d'investissement informatique qui a été fait pour prévoir justement une gestion de crise qui s'installe dans la durée. Et désormais, effectivement, le taux d'équipement est nettement supérieur et permet aux professionnels d'utiliser un matériel informatique de la structure et pas leur propre matériel informatique. Et donc, avec tous les accès qu'il faut et faciliter tous les accès aux bases de données. D'autre part, il y a justement une inégalité d'équipement informatique des familles accompagnées. Donc, quand on fait un accompagnement à distance, ça pose problème. Entre le fait d'avoir un ordinateur par famille et puis certaines familles aussi que nous accompagnons qui n'ont pas du tout accès à cet outil informatique. C'est ce qu'on appelle la précarité numérique. Et effectivement, nous avons été confrontés à ces situations. Et donc, c'est pour ça que nous avons rapidement mis en place des interventions à domicile pour certaines familles, malgré le confinement. La complexité d'accompagnement à distance de certaines situations est un frein, puisque certaines familles, notamment au niveau de l'IME, avaient besoin de répit. Certaines rééducations sont impossibles à distance. Donc, ça a mis à mal effectivement certaines familles et certains usagers pendant une période, le temps que nous trouvions une solution pour l'accompagnement à domicile, voire le retour au siège pour faire ces accompagnements. Un autre frein, ça a été l'anxiété des interventions à domicile, que ce soit au niveau des professionnels qui ne savaient pas dans quel contexte, on va dire, épidémiologique ils se retrouvaient quand ils arrivent dans un domicile. Et puis, à l'inverse, des familles de faire venir en leur sein, en fait, un professionnel qui pouvait être porteur aussi, malgré toutes les précautions. Donc, il y avait un frein parfois à faire disparaître par justement des protocoles établis, communiqués pour pouvoir intervenir à domicile. En ce qui concerne justement ces protocoles, ils ont paru, dans un premier temps, ils pouvaient être très lourds pour pouvoir intervenir de manière sécurisée par rapport à ce qu'on connaissait, voilà, et aux recommandations qu'on avait, le fait d'arriver, de se changer dans sa voiture, d'aller prévenir par téléphone pour ne pas toucher les poignets, tout ça. Il y avait tout un tas de mesures qui étaient vraiment difficiles à mettre en place et qui étaient lourdes et qui complexifiaient les interventions en présentiel. Qui se sont effectivement, au fur et à mesure du temps et une meilleure connaissance du virus, se sont allégées. Et puis, le dernier frein au niveau de la gestion de la crise, c'est qu'on a énormément communiqué, comme vous avez pu le constater, auprès de nos professionnels, beaucoup moins auprès des familles. Nous avons fait quelques communications ponctuelles, mais nous n'avons pas fait de communication hebdomadaire comme nous l'avons fait avec les usagers. Et ça a été vraiment dans les premiers questionnaires que nous avons dépouillés, un aspect négatif de notre, de notre accompagnement de la crise vis-à-vis des usagers et des familles. Alors que pour le reste, dans le dépouillement que nous avons fait, les familles sont satisfaites des interventions à distance, de tout ce qui est de la relation qui a pu être maintenue. Nous sommes en général au-dessus d'un taux de satisfaction de 70%, alors que la communication vraiment a été un point faible de notre établissement dans cette crise. Par rapport justement à l'implication des usagers dans le retour d'expérience, les freins que nous avons ou difficultés que nous avons pu rencontrer,
C'était justement, comme nous avons lancé l'enquête au moment du Xème confinement, eh bien, il n'y avait pas eu de possibilité de soutenir la démarche auprès des familles par les professionnels. Et étant issus de 2 établissements différents, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une habitude très différente entre les 2 anciens établissements, avec un établissement qui questionnait régulièrement la satisfaction des familles et où les taux de retour ont été vraiment intéressants, et un établissement qui questionnait la satisfaction des familles que ponctuellement en fonction de ses besoins, et donc un taux de retour qui, dans ces cas-là, est assez faible des familles. Donc, il y a voilà, toute une démarche à reprendre sur une culture en fait de l'expression des familles via les questionnaires de satisfaction qui sera à conduire. Ensuite, nous avons aussi une difficulté. Alors, les questionnaires ont été vus au CVS, donc elles sont formulées de manière assez simple, ne sont pas encore facile à lire, à comprendre pour l'ensemble des familles, mais bon, elles sont quand même dans un français assez simple et des phrases simples. Néanmoins, nous avons des familles allophones et il est vrai que nous n'avons pas fait de questionnement dans leur langue maternelle, et peut-être que les professionnels pensent que ce sont pourtant ces familles-là qui ont certainement eu le plus de difficultés à vivre la crise et à comprendre ce qui se passait puisque l'ensemble des informations étaient en français. Et voilà, donc il y a quelque chose à revoir au niveau de notre accessibilité de notre communication, non seulement facile à lire, en comprendre, mais aussi en langue étrangère pour certaines familles. Vous avez parlé tout à l'heure de la précarité numérique qui était voilà, un facteur, un frein au recueil de la vie des familles. Et puis d'autre côté, la sursollicitation. Alors là, pas en matière d'enquête, mais c'est que cette enquête, elle a pu tomber au moment où les familles ont à répondre à des dossiers, des documents à nous redonner pour la rentrée, tout ça. Donc, ça faisait une sursollicitation qui pouvait faire qu'ils n'abordent pas l'enquête de satisfaction. Voilà. Les points d'amélioration qui ressortent de cette démarche, eh bien, ils sont au nombre de 3. C'est-à-dire qu'on fait le constat qu'on est encore très frileux sur l'implication des usagers dans le fonctionnement et de notre établissement et dans leur reconnaissance de leur expertise pour nous aider justement. On a sollicité le CVS, mais bon, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux pour gérer cette crise et des crises à venir, comme j'entendais tout à l'heure, par exemple, faire intervenir les familles qui sont représentantes du CVS dans la cellule de crise. La communication, c'est le deuxième point, comme je vous disais, auprès des usagers. Le fait que nous ayons fusionné a fait disparaître les 2 anciens journaux internes, et on n'a pas eu le temps de mettre un nouveau journal interne ou un nouveau mode de communication auprès de l'ensemble de l'Institut et des familles. Et donc, c'est un point d'amélioration certain. Et enfin, le point d'amélioration, c'est de savoir capitaliser sur tout ce qui a été mis en place lors de la crise au printemps et encore aujourd'hui pour mutualiser entre les services, voilà, tout ce qui a été créé. Pour finir, je dirais que cette crise et l'implication au niveau de l'implication des usagers, les principaux enseignements que nous en tirons, c'est que souplesse, adaptabilité, réactivité ne font sens qu'en équipe. C'est-à-dire que si les équipes, si les accompagnements et les familles se sont sentis pas laissés pour compte lors de cette crise, c'est parce qu'il n'y avait pas qu'un seul intervenant ou pas qu'un seul interlocuteur, mais qu'il y avait bien une équipe qui restait soudée et à les accompagner. La nécessité d'une communication régulière et transparente qui rassure, on l'a vu auprès des professionnels, et il faut qu'on réussisse à la mettre en place de meilleure façon auprès des usagers, de manière plus simple aussi.
L'expertise des usagers et des familles est un point d'appui à révéler et à mieux utiliser, que ce soit au niveau institutionnel, mais aussi au niveau des accompagnements et des équipes. Et puis, la nécessité de réinventer l'expression de l'usager et de ses proches, parce qu'une enquête de satisfaction, c'est bien, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Les groupes de parole, essayer de retrouver quelque chose, parce qu'on a du mal à mobiliser, en fait, justement, les familles quand on les questionne, quand on leur propose des groupes de parole ou comme ça. Donc, essayer de voir comment on peut réinventer cette expression de la parole des familles et des usagers au sein de l'établissement. Et puis, ben, en fait, un enseignement quand même, c'était de dire que finalement, à l'issue de cette crise, il y avait eu un point positif, c'est que même si on n'avait pas eu le temps on pensait pouvoir travailler sur l'harmonisation des processus et tout ça, cette crise, elle a permis de forger une identité d'une organisation naissante. C'est-à-dire qu'au départ de la crise, on était encore on parlait encore de ceux des anciens Thébaudière, ceux des anciens frères Salutaire, et aujourd'hui, on est bien l'établissement public au sens, et donc c'était aussi intéressant cet effet secondaire de la crise. En fait. Ok, merci beaucoup Madame Galland pour votre présentation. Je trouve que votre dernier point est particulièrement intéressant de se dire qu'effectivement la crise finalement va faire bouger les lignes, et là où on était peut-être plusieurs structures, bah, finalement on n'en est plus qu'une seule, et peut-être tout simplement le fait de se serrer les coudes permet de dépasser peut-être certains clivages. Donc ça c'est quand même très intéressant. Voilà, et puis de voir effectivement comment vous avez quand même associé largement les usagers, vous êtes allé les questionner de différentes manières, etc. Voilà, c'est tout à fait, je pense, instructif. Et vous avez d'ailleurs beaucoup de commentaires dans ce sens. Merci. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a quelques questions rapides, puisqu'il nous reste quand même encore une présentation. Moi, j'avais une question, Violaine, justement en lien avec la présentation précédente, où on voit qu'il y a des taux de participation, je leur dis, qui ne sont pas si mal que ça, en fin de compte, compte tenu du contexte. Mais tu évoquais justement de sortir des traditionnels questionnaires de satisfaction et d'aller vers des temps de groupe de parole et autres. Est-ce que vous avez poussé un peu la réflexion de votre côté? On n'a pas eu le temps là pour le faire, mais par contre, on avait mené une expérience en 2019 où on voulait travailler sur une thématique. Et effectivement, là, on a fait un questionnaire flash et on a dit, est-ce que vous seriez intéressé pour travailler, pour travailler ou témoigner sur cette thématique, parce qu'on veut travailler dessus avec des professionnels. Et ça a très bien marché. Il y a 4-5 familles qui ont dit, bah oui, nous, ça nous intéresse de travailler avec les professionnels et de témoigner de notre expérience sur cette question. Et donc, bon, bah, ça a été mis en œuvre en 2019, mais c'était avant la fusion. Donc, on n'a pas eu le temps de retravailler dessus, mais c'est une des pistes, effectivement, qu'on peut envisager en disant, voilà, une petite enquête flash, est-ce que vous voulez travailler là-dessus, et comment on peut faire pour travailler ensemble dessus. Voilà. Okay. Merci. Merci beaucoup, Madame Galland, pour votre présentation. Je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Loquet. Après, il y aura peut-être des questions communes, mais pour qu'on ait le temps d'avoir les deux présentations, puisque le temps file. Voilà, donc Monsieur Loquet, c'est à vous. Merci. Moi, je vais être très rapide par rapport à ces deux énormes structures face à mon petit EHPAD. On n'a pas du tout travaillé, nous, sur une enquête de satisfaction, un questionnaire ou autre. Le résultat de la seule diapo, pour vous signaler, une seule diapo a été travaillée avec l'ensemble des membres de la cellule de crise. Voilà, on a voulu avoir ce vécu, et on a commencé d'ailleurs par ces quelques chiffres clés qui ont marqué tout le monde. C'est quand même 300 jours de fermeture avec l'extérieur. Puisque à la première annonce, on a fermé immédiatement l'établissement. Pourquoi? Parce que, je vous le dis tout de suite, l'établissement dont j'ai la charge depuis juillet 2008 est géré, comme on pourrait le dire, en bon père de famille. Voilà. Et on a souhaité, avant toute chose, de pouvoir instaurer immédiatement une cellule de crise qui allait donner les premières orientations. Donc, on était fermé du 4 mars au 30 avril, puisque c'était le point où on s'est arrêté dans le cadre de ce retour d'expérience. Les autres petits chiffres clés qui ont marqué la cellule de crise,
c'est qu'aujourd'hui, il y a eu 31 rencontres de cellules de crise avec un retour auprès de l'ensemble des familles par mail, explicatif et collectif, évidemment, aux familles. C'est-à-dire pratiquement à chaque fois que la cellule se rencontrait, un compte-rendu était envoyé à l'ensemble des familles ou des référents ou des tuteurs légaux, comme ARIA 85, etc. On en parlait tout à l'heure, 370 connexions Skype sur 205 jours. Alors, ce n'est pas énorme, hein, mais ça veut dire que les résidents avaient un lien avec les familles à l'extérieur. Alors, à l'inverse, on n'a pas du tout utilisé de tablette. On avait une salle dédiée avec un écran de 165 cm et une barre de son, ce qui permettait aussi aux résidents qui avaient des difficultés de pouvoir soit voir, soit entendre, ou soit les deux en même temps. Et on a donc une salle aussi dédiée pour les visites telles que c'était demandé, avec une séparation. Alors, c'était une séparation, comment dirais-je, en verre transparent. Là, on a géré 1650 visites dans cette salle dédiée. Alors, pourquoi je dis gérer? Parce que ça a occasionné des obligations de désinfection à chaque passage, un accueil de la famille, aller chercher le résident en appartement et le ramener, etc. Donc, c'est chronophage, hein, ce qui a d'ailleurs généré la création de demi-temps de gestion pour les visites, hein, qui ont été, entre guillemets, un petit peu financés par le département à titre très exceptionnel. Donc, c'est une bonne chose aussi. Et chez nous, enfin, au niveau de l'EHPAD, ce qui était important, c'était ce domaine de la vaccination, qui a été une grande nébuleuse pendant un bout de temps, où à l'état d'aujourd'hui, on est à un peu plus de 95% chez les résidents et pas loin de 60% de vaccinés en schéma complet, hein, chez les professionnels. Hein, il faut savoir quand même que j'ai un petit bémol, hein, sur les vaccinations professionnelles, puisque ceux qui sont moins vaccinés, c'est quand même dans le domaine du soin. Voilà. Ça pourra s'expliquer tout à l'heure dans certains facteurs. L'effet marquant pour nous dans le cadre de ce retour d'expérience Covid, eh bien, c'est donc effectivement la fermeture de l'établissement dès le 4 mars. Là, on est dans l'effet marquant. Je ne sais pas si on peut faire un petit clic. Il clique? Oui, voilà, merci beaucoup. Fermeture de l'établissement à partir du 4 mars 2020, un épisode de crise qui n'a jamais été égalé pour personne, je crois, hein. Même le H1N1 qui nous avait non pas paniqué, mais bien chamboulé, on n'en était pas à ce niveau-là. Le consentement, alors, quelque chose qui était assez contraignant, qu'on avait vu ça en termes de… Ouais, très contraignant pour les équipes, et en fin de compte, ça ne s'est pas trop mal passé. C'était le consentement de la vaccination, consentement éclairé, où on avait donc travaillé sur deux dimensions bien distinctes, la recherche de l'assentiment et le consentement éclairé, hein, puisque pour les personnes avec qui il y avait beaucoup de difficultés de communication, tant pour les personnes qui sont atteintes de déficience, de neurodéficience, on avait donc fonctionné avec les personnes de confiance, évidemment, pour avoir leur ressenti, puisque leur accord était très difficile à avoir à un certain niveau. L'effet marquant, ce n'est pas de cas de Covid chez les résidents depuis près d'un an et un an et un quart, je vais dire. Pas de Covid dans l'établissement, du coup. Un effet indésirable sur le vaccin qui a été un grand frein chez les professionnels. Pour vous l'expliquer en deux mots, on avait grosso modo réussi à mobiliser le personnel à plus de 90% pour la vaccination. Et lors de la première vaccination, on a un professionnel qui a fait un effet indésirable grave, puisque plus de sensation ni dans les jambes ni dans les bras, toujours en convalescence aujourd'hui, et ça a freiné tout le monde. Voilà, toujours pas de retour au travail. Donc, effectivement, quand vous avez un cas comme ça pour l'équipe, c'est un énorme frein pour aller se faire vacciner. Donc, c'est pour ça que sans m'en gargariser, 60% du personnel vacciné, j'étais assez satisfait quand même à ce sujet.
Et la mise en place pour un retour à la normale d'un rétro-planning qui a été diffusé aux familles, soit par mail, soit par affichage. Ça, c'est des faits marquants aussi parce que ça permet de donner une feuille de route sans avoir des questionnements réguliers, quand est-ce qu'on va rouvrir, etc. On vient déterminer les choses par strate de réouverture. Les facteurs facilitants, et ça c'est quand même plus sympa, c'est le troisième pavé, merci, c'est qu'on a une petite structure de 57 résidents et tout le monde se connaît. Ça, c'est réellement un atout pour nous. Alors, tout le monde se connaît, pas de façon visuelle, hein, mais en plus, on est dans le milieu du bocage vendéen. Donc, les familles se connaissent entre elles. Si l'une parle, tout le monde est au courant, etc. Et donc, ça peut être délicat quand c'est pour des mauvaises choses. En revanche, pour le passage de communication, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein. J'avoue que là, moi, je ne suis pas sur des structures, à 794 familles, ce n'est pas du tout la même chose, hein. Et donc, quand on souhaite faire passer un message, ça va très vite. Alors maintenant qu'on a le numérique, c'est encore plus rapide, hein. Donc, pour parler de la communication, ça a toujours été établi de fait, enfin au moins depuis ma direction, depuis 2008, les familles ont toujours été impliquées dans les décisions au niveau de l'EHPAD, dans toutes les commissions qui ont pu être mises en place, et ce qui a impliqué automatiquement un CVS présent dans le cadre de la gestion de cette crise, puisque dans la cellule de crise, on retrouve bien évidemment la présidente du CVS, hein, qui a été présente sur les 31 rencontres, bien évidemment. On a une équipe pluridisciplinaire qui est très soudée, hein, puisque un petit établissement, l'entraide est toujours présente et c'est assez facile pour la direction de pouvoir communiquer avec les équipes quand on n'a que 40 personnes dans le personnel, quoi. Des fournisseurs avec lesquels je travaille depuis longtemps et qui sont fidèles et opérationnels et qui, de temps en temps, sur des problèmes de masques, etc., n'hésite pas à prendre des petits raccourcis pour qu'on puisse être, non pas privilégié, mais livré un peu plus vite. Fait facilitant, c'était aussi l'expérience vécue dans le cadre de la crise H1N1, hein. Je pense que ça a été au moins pour l'EHPAD de Beaulieu, ça a été une première expérience qui nous a permis d'utiliser déjà des outils qui étaient mis en place, comme les cahiers de visite et autres. Et puis, cette proximité de discussion avec les résidents sur l'évolution de la crise, ça a permis d'atténuer en tout état de cause, et ça c'est une certitude, ce sentiment d'isolement, de ne pas être au courant ou de ne pas savoir où on mettait les pieds. Voilà pour ces facteurs facilitants. En ce qui concerne, tiens, j'ai plus de souris, c'est embêtant. Les principales difficultés rencontrées, eh bien, gestion de la crise RH, hein, au niveau des aides-soignants, ça a été très contraignant pour nous, vraiment. Alors, je ne sais pas si ça a été vécu sur les autres établissements, mais je vous avouerai que sur 13 soignants, on en a 4 qui sont partis dans un nouveau métier durant la crise, hein, parce qu'ils n'y arrivaient plus. Alors qu'on n'avait pas de cas de Covid, hein. C'est plus la pression externe qui a donné ce résultat-là. Grosse difficulté aussi à gérer les volte-face des pouvoirs publics. Je fais pas, j'ouvre plus. Vous me faites ça, on en parlait tout à l'heure, le président du CVS, du centre hospitalier disait effectivement les messages qui tombent le vendredi pour la mise en place le vendredi soir, très compliqué pour les équipes. La gestion de la folle histoire des recommandations quotidiennes, ça aussi, ça a été très mal vécu, parce qu'ils en perdaient leur latin, hein.
Gestion des applications multiples sur des différentes plateformes du gouvernement qui ferment, qui ouvrent, qui sont plus accessibles. C'est toujours faire et refaire et c'est chronophage. Et tout le temps qu'on passe là, ben, ce n'est pas du temps avec les familles et les résidents, tout simplement. Et aussi au niveau du personnel, après une fermeture de près d'1 an, la crainte de la réouverture. Ça aussi, comment ça va se passer? Est-ce que les familles vont bien gérer la réouverture, c'est-à-dire ne pas ramener le Covid au sein de l'établissement alors que eux pensent être les seuls facteurs de la bonne gestion, hein, soyons clairs hein, là-dessus. Ensuite, nos principaux enseignements par rapport à cette crise, c'est surtout de rester humble hein, face à la crise. Effectivement, quelle que soit la maîtrise ou l'expertise, la fatalité existe. On peut faire ce qu'on veut. Ça reste un microbe et s'il veut rentrer, enfin un virus, et s'il veut rentrer, il rentre. Hein. Et la nécessité absolue de l'existence d'une responsabilité des pouvoirs publics. Les directeurs, les directrices, les présidents de CVS, etc., peuvent pas tout porter et pas tout porter en termes de responsabilité. Moi, je l'ai entendu, on parlait tout à l'heure de notre ministre, Madame Bourguignon, dire que la responsabilité était sur les épaules des directeurs. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La responsabilité, elle est de personne et de tout le monde à la fois. On fait pour le mieux, je pense sincèrement, et tout le monde, hein, y compris Madame Bourguignon. Néanmoins, arrêtons de mettre la pression sur les gens. Le principe, c'est surtout de se dire, on fait tous au mieux. Par contre, je reprendrai les propos toujours du président, du membre du CVS du centre hospitalier de Château-de-Loire. C'est important que la direction s'appuie sur les familles, les CVS, pour pouvoir avancer tous ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on arrive, je pense, à avoir une responsabilité partagée et ne pas recevoir des griefs, parce que c'est le cas, hein. S'il y a des cas de Covid, c'est la fatalité, soyons clairs. Ce n'est pas du laxisme, je ne pense pas qu'il y en ait. Voilà. Et les axes d'amélioration, pour nous, ils sont très simples, ils sont au nombre de 3. Hein. Donc, c'est le dernier pavé en réalité. C'est la simplification des protocoles qu'on pourrait envoyer aux familles et aux résidents. Trop de détails tuent le protocole en réalité. Alors, je pense qu'il vaut mieux, j'en parle aisément hein, puisque je les avais envoyés, je pense qu'il vaut mieux survoler le sujet et pouvoir répondre aux attentes des familles par téléphone, par mail, mais de façon individuelle. Mais au niveau du collectif, je pense sincèrement qu'il faut qu'on simplifie nos protocoles d'information, hein, ne serait-ce que ça. Le point d'amélioration, et on ne l'a pas pour l'instant, c'est l'installation du Wi-Fi dans les appartements. Ça, je pense que c'est important, même si c'est sur tablette, on a plus de 40% des gens qui sont susceptibles de pouvoir gérer une tablette, donc je pense qu'il faut qu'on le fasse. Hein. Et puis, une information vaccinale sans rebondissement de la part des autorités. Je pense que ça aussi, entre le Pfizer, le Johnson & Johnson, etc., ça a mis, comment dirais-je, du brouillard dans la tête de bon monde par rapport à tout ça, sincèrement. Enfin, voilà pour notre vécu. Vous voyez, à petite résidence, petit temps de Rex, mais qui est réellement un travail qui a été fait avec la cellule de crise hein, sur tout ça. Excusez-moi, je suis à la maison, je suis en vacances, donc on a les chiens qui interviennent en même temps en direct. Désolé. Pas de souci, Monsieur Lequet. Merci pour cette présentation très intéressante. Je trouve vraiment intéressant le fait qu'on ait des structures très diversifiées qui soient intervenues aujourd'hui, avec des structures plus importantes, du sanitaire, du médico-social, voilà, en plus différents types d'activités, et de voir ce qui peut parfois être un frein chez les uns va plutôt être un atout chez les autres. En tout cas, on voit que le côté petite structure, équipe
impliqué, CVS impliqué, communication avec les familles, par exemple, pour vous, est vraiment un point très, très facilitant ensuite pour mener les différentes démarches. Voilà, donc ça, je trouve que c'est quand même très utile de voir un petit peu finalement comment chacun va mobiliser ses leviers selon ses caractéristiques, son historique aussi. Hein, voilà, quand Madame Galland, vous disiez, bah, ça y est, on n'est plus qu'une seule et même structure. Voilà, on voit que la crise passe par là, mais que chacun avec sa personnalité d'établissement, j'ai envie de dire, réagit de façon différente. Je trouve que c'est intéressant. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques petites dernières questions, puisqu'on est presque au bout de notre webinaire. En tout cas, on a des remerciements également pour votre présentation, Monsieur Loquet. Et je trouve intéressant également que vous fassiez un point sur la question de la vaccination, puisque oui, bien sûr, c'est quand même l'enjeu maintenant aujourd'hui pour la suite de cette gestion de crise, c'est la question de la vaccination, autant pour les usagers, résidents, patients, que pour les professionnels. Eh bien, écoutez, je crois que, on a des remerciements encore pour des messages concrets, humbles mais riches. Voilà, intervention très riche et effectivement, le message de dire un retour à la normale qui sera compliqué à gérer pour les professionnels, avec des changements organisationnels et de nouvelles habitudes liées à la crise covid. Et ça, effectivement, on voit bien que c'est pas forcément, simple, à gérer et à intégrer finalement dans des organisations qui n'étaient pas toujours conçues pour ça. Et on voit que la question effectivement des visites et des réouvertures, par exemple, d'EHPAD, est une vraie question, hein. C'est voilà, comment est-ce qu'on va s'organiser concrètement? Très bien. Eh bien, écoutez, je vais pouvoir remercier l'ensemble des participants, remercier très chaleureusement les intervenants. Merci beaucoup pour vos présentations qui étaient très instructives et qui étaient très intéressantes par la diversité, voilà, des situations qui étaient présentées. Et on voit qu'avec des structures très différentes, ça nous permettait néanmoins de voir que chacun, à votre manière, vous aviez pu impliquer les usagers dans ce retour d'expérience autour du Covid. Donc, on se dit que c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on conserve et qu'on renforce. Voilà, associer les usagers, renforcer les CVS, et cetera, les liens avec les professionnels. Mais je trouve que là, c'était 3 belles illustrations, donc merci beaucoup, pour vos présentations. Voilà, merci à tous d'avoir suivi le webinaire. Celui-ci sera disponible en replay très prochainement donc sur le site internet de Calirel et la chaîne YouTube. Pour notre cycle de webinaire Rex Covid, on a fait le tour, mais on vous proposera probablement de prochaines actions très bientôt. Voilà, donc merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne fin de semaine et surtout une bonne continuation puisque, comme vous l'avez dit, la crise n'est pas finie. Voilà, mais on Merci bien. espère quand même savoir mieux faire aujourd'hui. Merci à tous. Merci.